Après que les combattants français ont littéralement volé la vedette avec leur performance impeccable lors du tournoi de l'UFC à Paris, tous les regards se sont tournés vers Cyril Gane. Pourra-t-il créer la surprise face à Tom Aspinall et entrer dans l'histoire comme le tout premier champion français de l'UFC? C'est précisément ce en quoi croit Benoît Saint-Denis, l'un des grands vainqueurs de la soirée parisienne, lorsque toute l'action se déplacera à Abu Dhabi. Il a récemment expliqué pourquoi il est persuadé que Gane prendra le dessus. Selon lui, au cours de la dernière année, il a passé beaucoup de temps aux côtés de Cyril et a pu constater de ses propres yeux à quel point il est affamé de victoire et motivé à enfin décrocher la ceinture. Benoît a également parlé de son propre avenir. Il est prêt à affronter n'importe quel adversaire du top 10, soulignant clairement qu'il veut rester actif et enchaîner les victoires pour gravir les échelons. Quant à sa défaite face à Dustin Poirier, il l'attribue aux relations tendues avec son entraîneur à cette époque. En ce qui concerne les anciens combats pour le titre de Gane, beaucoup estiment qu'il avait échoué avant tout à cause de barrières mentales. Mais désormais, selon Benoît, il arrive à Abu Dhabi plus concentré, plus affûté et prêt à enfin marquer son empreinte dans l'histoire. Il faut toutefois comprendre que le problème ne résidait pas uniquement dans le mental. Sa lutte et son travail au sol, lors des précédents affrontements, avaient paru loin d'être convaincants. Je veux un grand combat, bien sûr, et pour être franc, je compte me battre aussi souvent que possible et gagner chaque fois que l'occasion se présentera. J'accepterai toute proposition que l'UFC me donnera pour affronter quelqu'un du top 10. Honnêtement, je suis persuadé que très bientôt nous aurons enfin un premier champion français de l'UFC. Cette année, j'ai passé beaucoup plus de temps avec lui qu'auparavant, et je vois qu'il est prêt. En lui brûle cette volonté de devenir champion. Il s'y prépare depuis déjà très longtemps. Le dernier mois, il a presque cessé de parler en public. Mais je reste convaincu, c'est un athlète exceptionnel, même pour la catégorie des poids lourds. Et il est capable de tenir 5 rounds. Je suis sûr qu'il battra Tom Aspinall. Daniel Cormier a analysé les chances de Nassourdine Imavov dans son futur combat face à Khamzat Chimaev, après sa victoire à l'UFC de Paris contre Caio Borralho. Ce que la majorité des fans a perçu comme un affrontement tactiquement correct mais un peu terne de la part d'Imavov, a détourné l'attention du public vers Régnier de Ridder et Anthony Fluffy Hernandez, qui doivent s'affronter à l'UFC de Vancouver et comptent bien saisir la lumière pour prouver leur valeur et décrocher un combat contre le nouveau champion. Dans le dernier épisode de l'émission Good Guy Bad Guy sur ESPN, Cormier a souligné qu'Imavov avait paru précis et convaincant, sans aucun doute. Mais selon lui, cette seule performance n'est pas suffisante pour mériter un combat pour la ceinture. Du moins, pas encore. Il a reconnu que désormais tout dépendra de l'issue du duel entre Anthony Hernandez et De Ridder le 18 octobre. Un affrontement entre deux combattants qui exercent une pression constante et qui promet un chaos total au centre de l'octogone. Avec Chimaev tenant la ceinture et les principaux prétendants refusant toute pitié, la catégorie des poids moyens apparaît aujourd'hui comme l'une des plus imprévisibles et palpitantes. Chaque combat devient décisif, et pour le champion, et pour l'avenir de toute la division. Et vous, qui considérez-vous comme la plus grande menace pour le titre de Chimaev? Laissez vos avis en commentaire. Il progresse à chaque apparition, mais pour moi, ce n'est pas encore suffisant. Si Fluffy Hernandez répète la performance qu'il a montrée la dernière fois, ou si Régnier de Ridder réussit à éteindre Fluffy, je dirais: voilà, c'est lui, le vrai gars. C'est cette logique de mémoire. Qu'est-ce qui reste le plus facilement? Et je pense, comme la plupart des fans, dans la tête reste en général la dernière image qu'on a vue. Et là, à Vancouver, l'un d'eux aura l'occasion de prouver définitivement que ce moment lui appartient, à lui seul, et pas à un autre. Et moi, je dois en être témoin. Mais oui, Imavov a impressionné. Il a semblé être un combattant capable de poser de vrais problèmes à Khamzat dans certains domaines que nous n'avions pas vus avec Dricus du Plessis. Pourtant, je ne suis pas sûr que ce soit assez, pas sûr que cela ait suffi. Javier Mendez, l'entraîneur principal de longue date de l'équipe de Khabib, l'homme qui travaille depuis plus de 10 ans aux côtés de Nurmagomedov, d'Islam, d'Umar et de toute leur équipe, a récemment accordé un entretien au podcasteur Hikmat. Et lorsque le nom de Khamzat Chimaev a été évoqué, Javier a fait des déclarations assez inattendues. Il a raconté que Chimaev avait un jour rejoint leur groupe pour une séance d'entraînement au UFC pays de Las Vegas. Selon Mendez, ce que Khamzat avait montré dans la salle lui avait laissé une forte impression. L'animateur, bien sûr, n'a pas résisté à la tentation de le comparer à Khabib, membre du Hall of Fame de l'UFC, qui a laissé derrière lui l'un des plus grands héritages de l'histoire du sport. Mais Javier a immédiatement écarté ce parallèle. Il a affirmé que Khamzat n'était pas le prochain Khabib, parce que, d'après lui, Nurmagomedov n'incarne pas seulement la domination dans l'octogone. Il est le seul combattant qui élève sans cesse sa voix pour la paix dans le monde entier. Mendez a expliqué que Khamzat et d'autres pouvaient s'exprimer pour soutenir certaines causes,
comme Chimaev l'a fait pour la Palestine, mais que ce n'était pas comparable. Dans ses mots, Khabib parle de paix globale, pas seulement pour une région. Et c'est précisément cela, selon Javier, qui le rend unique. J'ai vu Khamzat de mes propres yeux. Je l'ai croisé au PB de Las Vegas, quand plusieurs combattants s'y entraînaient, et j'ai pu observer ses séances. Il m'a vraiment impressionné. Nous nous sommes rencontrés 3 ou 4 fois et à chaque fois, il s'est montré incroyablement sympathique. Je l'apprécie beaucoup et dès le début, j'ai pensé « ce gars-là sera champion ». Je continue à croire qu'il y arrivera. Certains disent moi que c'est le nouveau Khabib. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, ils sont différents. Réfléchissez. Combien de combattants prennent la parole pour la paix dans le monde? Combien font ce que fait Khabib? Voilà la différence. Sa force n'est pas seulement dans ce qu'il montre dans la cage. Le plus important, c'est ce qu'il fait en dehors. Et dites-moi franchement, combien de combattants que vous connaissez abordent vraiment de tels sujets? Pensez-y. Qui agit vraiment pour les autres? Un seul, le seul. Oui, Bilal Mohamed parle de la Palestine, mais Khabib, lui, ne se limite pas à ça. Il parle pour tous les peuples, et il fait énormément pour chacun. Brian Ortega a enfin brisé le silence après le cauchemar de la coupe de poids avant son combat contre Aljamain Sterling lors de l'UFC de Shanghai. Ortega n'a pas réussi à atteindre la limite et a été contraint de disputer l'affrontement en poids intermédiaires et il a maintenant raconté à quel point la situation avait été dramatique en coulisses. Selon ses propres mots, il a complètement perdu connaissance et était resté évanoui pendant près d'une demi-heure. Quand il a repris ses esprits, Sterling lui-même s'est approché pour le réconforter. Brian affirme qu'Aljo a même essayé de le rassurer en lui disant de ne pas s'inquiéter, car l'UFC avait déjà un remplaçant sous la main. Mais Ortega a répliqué sèchement qu'il ne comptait pas gaspiller son temps et que, malgré un corps en train de lâcher, il entrerait dans la cage. Cependant, dès que la porte de l'octogone s'est refermée, il est apparu évident qu'il était loin de son meilleur niveau. Le combat s'est transformé en une domination totale de Sterling, qui a offert une prestation éclatante. Debout, il a montré une boxe précise et au sol, il a exercé un contrôle complet. Ce soir-là, Aljamain semblait plusieurs crans au-dessus. Et après sa victoire, il n'a pas attendu une seconde. Il a immédiatement défié le champion Alexander Volkanovski en promettant de sauter la file pour obtenir un combat pour la ceinture. On a commencé la coupe de poids à minuit et ça a duré jusqu'à 8 heures du matin. Tout ce temps-là, j'essayais de perdre les kilos. À un moment, j'ai réalisé qu'il restait environ 1,7 m. Mais mon corps semblait bloqué. L'eau ne sortait plus. Elle restait enfermée à l'intérieur. Pourtant, il n'y avait pas le choix. Il fallait aller au bout. Vers 8 heures, on est descendu. J'ai mangé un petit quelque chose. Puis on a décidé de continuer. J'ai remis les plastiques et repris la sudation. Je suis monté sur le vélo, j'ai pédalé 20 minutes. Dès que je suis descendu, j'ai perdu connaissance. Je suis resté inconscient environ une demi-heure. Pendant ce temps, ils m'ont couvert de glace, enlevé tous mes vêtements, me laissant seulement en caleçon. Je me suis réveillé aux urgences. J'ai tout arraché. J'essayais de parler, mais je n'arrivais pas à m'exprimer clairement. Dans ma tête, c'était simple. S'ils n'enlevèrent pas tout, je le ferais moi-même. Alors j'ai commencé à me déshabiller seul. On savait très bien qu'on avait un délai strict pour arriver à la pesée. Sinon, pas de combat. Si vous avez vu cette pesée, vous avez remarqué que j'avais l'air perdu. Normal, puisque une demi-heure avant, je gisais inconscient dans le couloir.